On reproche à l'OMS de servir davantage les intérêts économiques que le bien de l'humanité. Des épidémies ont été mal gérées. On parle de gabegie et de manque de transparence. L'organisation dépendrait trop de donateurs privés. De plus, elle aurait passé des accords douteux avec l'industrie nucléaire. L'OMS, qui est l'autorité internationale en matière de santé, devrait être totalement indépendante de la filière nucléaire. Or, ce n'est pas le cas. L'OMS est sous-financée depuis des décennies. Mais le problème majeur, c'est qu'une grande partie des fonds dont elle dispose lui viennent d'une seule personne, Bill Gates. Si vous demandiez aux gens dans la rue, seriez-vous d'accord pour que l'OMS soit financée par une compagnie aérienne, un fabricant de nourriture industrielle ou toute autre entreprise de ce genre? Vous sentiriez-vous réellement en confiance? Ils seraient sans doute horrifiés. C'est pourtant bien ce qui se passe en ce moment. Les industriels influencent-ils les décisions de l'OMS? Un exemple récent, le glyphosate. Cet herbicide est utilisé dans le monde entier, en Europe et surtout ici, en Amérique du Sud. Lors de sa mise sur le marché dans les années 80, l'OMS l'avait déclaré sans danger pour l'homme. La Criolla, un petit village du nord-est de l'Argentine. C'est ici que vivent Sofia, 15 ans, et son père. Durant sa grossesse, la mère de Sofia a sans doute régulièrement inhalé des substances toxiques de désherbants comme le glyphosate, pulvérisées dans les champs environnants. Selon les médecins, ce pourrait être la cause de la maladie de la jeune fille. Mais ils n'ont aucune preuve valable au regard de la justice. Je me baignais dans la piscine quand un avion est passé au-dessus de moi et m'a aspergé. Quelques mois plus tard, j'ai dû aller chez le docteur. On a fait une radio et après il a dit que je devais aller tout de suite à l'hôpital. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'était une maladie très grave. J'ai reçu du sang de mes frères et de mes oncles. Estanislao a failli mourir d'une leucémie. Ses parents sont convaincus que c'est une conséquence directe de son exposition trop forte au glyphosate. L'OMS pourrait informer des risques du glyphosate ou proposer des directives internationales sur son usage. Mais elle ne le fait pas. Le glyphosate ne concerne pas seulement les Sud-Américains. En Europe aussi, il est utilisé abondamment. On a eu un très bon exemple de l'influence des industriels sur l'OMS en 1994, soit 2 ans avant la mise sur le marché de soja génétiquement modifié et tolérant au glyphosate. La teneur maximale en résidus chimiques autorisés dans le soja a été multipliée par 200. Ça a été déterminant pour les industriels, les fabricants comme Monsanto. Parce que ça signifiait qu'on pouvait désormais pulvériser du glyphosate sans limite et commercialiser du soja avec une forte teneur en résidus. Si la teneur maximale autorisée en résidus n'avait pas été relevée, Monsanto aurait eu du mal à vendre ses produits et perdu beaucoup d'argent. Le groupe ne réagit pas aux critiques dont il est la cible. Officiellement, il n'a versé que de modestes contributions à l'OMS dans les années 90. À l'époque, les activités des lobbies qui représentaient ses intérêts ont éveillé les soupçons. Ils ont versé 90 000 $ de dons, ont eu directement accès à l'OMS grâce à leur accréditation et ont demandé un statut officiel. Durant l'épidémie de grippe H1N1, les laboratoires pharmaceutiques ont gagné des milliards d'euros. Et ils en profitent encore aujourd'hui. L'oseltamivir, connu sous la marque Tamiflu, est l'un des médicaments qui ont été recommandés à l'époque. Il figure toujours sur la liste des médicaments essentiels de l'OMS. Le fabricant Roche affirme, données à l'appui, que s'il est pris à temps, le Tamiflu est un remède efficace
pour le traitement et la prévention de la grippe. Pourtant, beaucoup d'experts le jugent sans effet. Le Roundup est le premier polluant de nos rivières. Il se retrouve en quantité importante dans les poissons et même dans le corps des gens, puisque vous avez vu qu'il y a une analyse qui a été faite de députés européens qui ont du glyphosate dans leur corps à je ne sais combien de fois la dose maximale autorisée pour l'eau potable. Depuis que la tuberculose a ressurgi en Europe, de nouveaux médicaments ont vu le jour, la bédaquiline et le délamanide. Un marché important pour l'industrie pharmaceutique. L'OMS les a très vite inscrits sur la liste des médicaments essentiels. Ils ne peuvent toutefois être pris que sous surveillance médicale. L'étude qui a été réalisée pour autoriser la bédaquiline a conduit à la conclusion suivante. Dans le groupe qui a pris le médicament, un plus grand nombre de patients a été débarrassé de la tuberculose. Mais il y a eu plus de morts que chez les personnes qui ne l'ont pas pris. En ce qui concerne le délamanide, on ne sait pas encore très bien s'il est vraiment efficace. Autrement dit, s'il permet de sauver davantage de malades. Même le fabricant de bédaquiline signale un taux de décès plus élevé dans le groupe traité et indique que ce médicament ne doit être pris qu'en dernier recours et sous étroite surveillance. L'OMS recommande-t-elle 2 médicaments à l'efficacité douteuse? Mais est-il possible de prendre une décision autonome quand un groupe pharmaceutique donne pour 30 millions de dollars de médicaments et qu'ensuite, la fondation de ce même groupe fait des dons en nature d'une valeur de 10 millions de dollars? Ces dernières années, nous avons vu que l'OMS était de moins en moins contrôlée par l'Assemblée mondiale de la santé et les gouvernements qui en sont pourtant responsables. Et de plus en plus asservie à une poignée de donateurs privés, dont la Fondation Gates. Depuis l'an 2000, Bill Gates et sa femme œuvrent au sein de l'une des plus grandes institutions privées pour le bien commun. La Bill and Melinda Gates Foundation, qui a versé plus de 2 milliards de dollars à l'OMS depuis la fin des années 90. En 1999 déjà, par un don de 750 millions de dollars, Bill Gates a initié la création de Gavi, l'Alliance du vaccin, un partenariat public-privé auquel participent entre autres l'OMS, l'UNICEF, la Fondation Gates et l'industrie pharmaceutique. Le but est de vacciner les enfants des pays en voie de développement et de lutter contre les maladies infectieuses. Après les États-Unis, la Fondation Gates et la Grande-Bretagne, Gavi est au 4e rang parmi les donateurs de l'OMS. La Fondation Gates a versé 4 milliards de dollars à l'Alliance et par là même à l'OMS. 2 patrons de grands groupes pharmaceutiques siègent au conseil d'administration de Gavi. Mais il est tout aussi important de savoir que presque toutes ces maladies trouvent leurs racines dans les conditions de vie sociale, économique et environnementale. 2 tiers des Nigérians vivent dans une pauvreté extrême. Environ 35% n'ont pas accès à l'eau potable. Beaucoup meurent de maladies infectieuses. L'OMS a fort à faire dans ce pays. Pour comprendre l'importance d'améliorer les soins médicaux, il suffit d'aller à l'hôpital de Bori, dans le delta du Niger. Ici, on manque de tout. La salle d'opération et l'ensemble des équipements auraient besoin d'être totalement rénovés. Le docteur Paul Biralo dirige l'établissement. Il travaille 24 heures sur 24, mais ça ne suffit pas. Nous enregistrons beaucoup de décès. C'est directement lié à la pauvreté et à la dévastation de l'environnement. Nous sommes confrontés à des maladies de peau et à des troubles gastro-intestinaux qui se manifestent sous toutes les formes. Et puis, il y a le problème de la malnutrition. La plupart des enfants meurent de faim parce que leurs parents sont dans la misère. Au centre de soins de l'OMS de la capitale Abuja, on vaccine des enfants tous les jours. L'accent étant mis sur les campagnes de vaccination, il reste moins de moyens pour d'autres actions. Avec une eau propre et une alimentation suffisante, on pourrait pourtant sauver plus de vies sur le long terme. Dans le delta du Niger,
on peut voir combien la santé de la population dépend de ses conditions de vie. Depuis les années 60, des entreprises internationales et nigérianes y extraient du pétrole. Brûler des rejets de gaz inexploitables a des conséquences dramatiques. Les pluies de pétrole toxique rendent de nombreux habitants malades et détruisent leurs récoltes. En 2011, le Programme environnemental des Nations Unies a établi que seule une vaste opération de nettoyage pourrait redonner vie à la région. Nous n'avons rien. Nous souffrons. Le pétrole pollue l'eau. Et quand on la boit, on tombe malade. Ici, beaucoup de gens ont des problèmes de santé. J'en ai enterré plus d'un. Pendant longtemps, les habitants du delta du Niger ont vécu de la pêche et de l'agriculture. L'extraction de pétrole a détruit leurs moyens de subsistance. Alors aujourd'hui, presque tous les villageois se mettent en marche pour nous montrer la pollution de la région. Precious Malou était lui-même pêcheur. À présent, il est le porte-parole du village. Ce cours d'eau est relié à nos sources d'eau potable. Il pollue notre eau. On est bien obligé de la boire parce qu'on n'a pas d'autre approvisionnement ni de système de traitement. Et toute cette eau contaminée se retrouve dans notre estomac. À la saison des pluies, la majeure partie du pétrole est emportée. Mais on en trouve toujours des traces. C'est du pétrole. Le grand souci de nombreux habitants du delta est de ne pas mourir de faim. Or, le poisson et les crustacés périssent à cause du pétrole. Certains pipelines fuient et contaminent la région. Selon les compagnies pétrolières, la pollution est surtout due au vol et au sabotage. Elles promettent néanmoins de réparer les dégâts ou prétendent l'avoir déjà fait. Amnesty International et la population locale démentent. On ne sait pas ce qu'on va devenir. Pour ceux d'entre nous qui sont encore en vie, qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est visiblement pas la préoccupation de la Bill and Melinda Gates Foundation. Au contraire, elle gagne de l'argent avec des entreprises qui sont soupçonnées de détériorer les conditions de vie de nombreuses personnes. Dans sa déclaration d'impôt, la Fondation doit indiquer comment elle place ses fonds. Bill et Melinda Gates en sont les administrateurs. Le politologue Thomas Kuchenmeister a regardé ces investissements de plus près. On trouve de grands groupes qui génèrent des émissions de CO2, de gros producteurs de pétrole, comme BP ou Shell. Toutes ces entreprises font l'objet de critiques à différents niveaux. Shell est l'une des entreprises accusées d'avoir détruit le delta du Niger. Après un accord extrajudiciaire, le groupe a versé 70 millions d'euros de dommages et intérêts. Il a déjà perdu un procès et s'est pourvu en appel. À présent, on renégocie. Si la Fondation Gates se fixait des directives durables, elle n'investirait pas dans ce type d'entreprise. Et apparemment, elle ne s'intéresse qu'au profit, et pas à l'environnement, ni aux hommes. Certes, l'OMS n'accepte pas directement d'argent de l'industrie de l'alcool ou de l'armement, mais elle en reçoit de manière indirecte. La Fondation investit aussi dans l'industrie de l'alcool, par exemple dans les sociétés Anheuser-Busch et Heineken. Et ces placements servent à financer l'OMS, qui reçoit donc de l'argent d'entreprises dont elle déconseille les produits. C'est une contradiction manifeste. Nous avons trouvé toute une série d'entreprises problématiques dans le portefeuille de la Fondation Gates. Il y a un très grand nombre de fabricants d'armes, pratiquement le who's who de l'industrie mondiale de l'armement. KM Gopakumar a des preuves qui contredisent les déclarations du porte-parole. Il a découvert récemment un échange de mails internes dont il ressort qu'un haut responsable de l'OMS est payé directement par la Fondation Gates. La Fondation ne se contente pas de faire des dons.
Elle place également ces hommes. C'est très préoccupant. Ça peut signifier que l'OMS est dirigée par ses donateurs, non seulement parce qu'elle reçoit de l'argent de leur part, mais aussi parce qu'elle engage leurs collaborateurs et les laisse gérer le programme. En examinant la composition du personnel de la Gates Foundation, on voit combien l'industrie, les fondations et l'OMS sont étroitement imbriqués. Selon l'ONG AgraWatch, plusieurs cadres de l'OMS ont travaillé au préalable pour le fabricant de glyphosate Monsanto. Il existe aussi des liens avec l'industrie pharmaceutique. La déclaration d'impôt de 2014 fait apparaître les investissements dans ce secteur. L'OMS accepte de l'argent d'une fondation dont les finances dépendent du succès de l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique. Cette fondation a donc un intérêt financier à dissuader l'OMS d'adopter des réglementations qui pourraient nuire à la filière agroalimentaire. Et pour la même raison, elle l'incite à faire la promotion de produits pharmaceutiques. L'OMS est régulièrement la cible de ce genre de reproches. On dénonce l'influence du secteur privé, mais aussi de certains États membres. Le positionnement de l'OMS sur les munitions à l'uranium et l'énergie atomique en est la parfaite illustration. Les armes à l'uranium appauvri sont composées de déchets de l'industrie nucléaire et utilisées pour détruire des chars, par exemple lors de la guerre en Irak ou dans les Balkans. Les chars abandonnés représentent un danger particulièrement important. Le contact avec les particules radioactives peut causer des cancers, notamment des lymphomes et des leucémies. En Irak, de plus en plus d'enfants viennent au monde avec des malformations. Les scientifiques y voient un lien avec les munitions à l'uranium appauvri. Le Kosovo, au cœur de l'Europe. 17 ans se sont écoulés depuis les guerres de Yougoslavie. Ici, plus de 10 tonnes de munitions à l'uranium appauvri ont été larguées par l'OTAN et cela a longtemps été tenu secret. Peu après le début du conflit, beaucoup de soldats italiens sont tombés malades et sont morts. L'OTAN a alors admis utiliser des munitions à l'uranium, tout en précisant qu'elles étaient sans risque si elles étaient manipulées correctement. L'OMS a elle aussi déclaré la fin de l'alerte. Les personnels en bonne santé peuvent être envoyés dans les zones exposées à l'uranium appauvri sans avoir à craindre de conséquences pour leur santé. L'OMS reconnaît que l'uranium peut être nocif pour la santé, mais n'estime pas que la radioactivité des munitions à l'uranium appauvri soit cancérigène. Elle s'appuie en cela sur les déclarations d'autres organisations des Nations Unies. Pour certains scientifiques, c'est une erreur. Dans son étude, Keith Beverstock a démontré l'effet cancérigène des armes à l'uranium appauvri. L'OMS ne reconnaît toujours pas les résultats de ses recherches. C'est une convention qui interdit à l'Organisation mondiale de la santé de parler ou de s'intéresser aux effets potentiels du nucléaire, qu'il soit civil ou militaire, sans avoir obtenu le feu vert préalable de l'AIEA. C'est extrêmement grave.